Yo yo yo, bienvenue pour un nouvel épisode des Mal-Aimés, épisode 6. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est vrai que normalement, donc il y a l'épisode 5 sur Alien 3 qui devait sortir, qui est là, elle existe, hein, elle est sur YouTube, elle est juste bloquée, miskin. Et du coup, on va faire comme si elle existait, là, peut-être qu'un jour elle pourra sortir, on l'espère, on verra. En attendant, on va continuer sur cet épisode 6, sur Hacker. Et puis, let's go! Donc, pour expliquer vite fait le bail des mal-aimés, donc qu'est-ce que c'est? C'est donc un format de vidéo où on prend des films qui sont donc mal-aimés, mais que nous, on aime, et on explique pourquoi on les aime. On essaye d'argumenter, d'émettre différents arguments, et justement, le but, c'est de mettre d'autres perspectives sur ces films-là, et peut-être vous donner envie de les voir. Bon, même si on spoil beaucoup, je l'annonce tout de suite, dans le format des mal-aimés, on fait que spoil. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez pas trop. Mais de vous donner sinon envie de les revoir, ces films. Et là, on aborde le film qui nous a donné envie de faire les mal-aimés, enfin qui nous a donné l'idée de faire ce format de vidéo avec Mathieu, mon co-auteur, parce que il s'est littéralement fait chier dessus quand il est sorti, on va pas se mentir. Mais on va aussi aborder dans cette vidéo une manière de voir le cinéma, la mise en scène, mais aussi une manière en tant que spectateur de le ressentir, ce cinéma. Et j'en dis pas plus, mais on pense que c'est aussi pour ça que peut-être ce film est incompris. Bref, en tout cas, c'est parti pour Hacker de Michael Mann, sorti en 2015. J'allais faire Banks, n'importe quoi. Petit résumé vite F comme d'hab. Un réacteur nucléaire explose à Hong Kong parce qu'il a été hacké, tout comme à Chicago dans un centre de traders qui va voir le cours du soja grimper en flèche. Le FBI va finir par s'allier avec la Chine pour retrouver le coupable et pour ça, l'officier chinois va demander à ce qu'on libère un célèbre hacker détenu en prison, Nicolas Hathaway, aka Chris Hemsworth, aka Thor. Pas le plus simple des résumés parce qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de choses qui se passent en peu de temps, mais on verra ça après. On a déjà un peu parlé de Michael Mann dans une précédente vidéo parce qu'on a déjà fait une vidéo sur un de ses films, qui est Miami Vice et qui aurait d'ailleurs très bien pu se retrouver dans ce format des mal-aimés parce que lui aussi s'est un peu fait chier dessus. Et d'ailleurs c'est marrant parce que Miami Vice et Hacker, mine de rien, ont des points communs. On n'avait pas spécialement dit beaucoup de choses dans la vidéo de Miami Vice sur Mann, juste que c'est le réal de Heat, de Collateral, de Ali, mais il faudrait toute une vidéo pour parler de cet homme. Tellement son œuvre est intéressante et à quel point il a justement créé une œuvre entière au fur et à mesure de sa carrière et pas juste des films marquants comme Heat. Ils ont tous les mêmes névroses comme le désir absolu de réalisme de Mann par exemple, ou le même amour comme le bitume et l'urbain. Très peu de films dans sa carrière sortent de cet univers, mais sachez que si vous n'avez jamais vraiment plongé dans le cinéma de Mann, on pense sincèrement qu'il est l'un des plus grands réalisateurs de sa génération et un très très grand auteur. Et avant de commencer la chronique, petite anecdote sur le fait que Mann est un névrosé du réalisme. Un jour, lorsqu'il est à la Cinémathèque française, un homme dans le public pose une question au micro. Cet homme, c'est Redouane Faïd, celui qui s'est évadé de la prison en hélicoptère, plutôt cinématographique du coup comme évasion. Il va dire à Mann... Si vous voulez, depuis 20 ans un peu, je connais Monsieur Michael Mann, je l'ai découvert avec The Thief et avec une bande de copains. On a regardé un peu ses films comme des reportages, comme des documentaires et parfois même... récemment, à d'éminents journalistes qui m'ont demandé « Mais tu sais, tu as fait une grande carrière criminelle et tu t'es fait tout seul, tu es un autodidacte. » Et je leur ai répondu que non, j'avais un conseiller technique, un prof de fac, une sorte de mentor, et il s'appelle Michael Mann. Alors ma question en fait, elle est simple, c'est est-ce qu'il a conscience qu'il y ait des gangsters qui puissent s'inspirer de son cinéma, parce que moi ça m'est arrivé. Et juste pour info, Mann va répondre, qu'il sait pas quoi répondre du coup. Donc on va enfin passer à pourquoi ce film est mal aimé, on va prendre chaque argument et expliquer notre point de vue sur chacun de ces arguments-là. Et le premier argument que j'ai vu très souvent contre ce film, ce sont ses personnages, comme quoi ils seraient plats, qu'ils seraient sans saveur, et en gros qu'ils n'auraient absolument aucun intérêt. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Déjà, en soi, on comprend pourquoi les gens pensent comme ça. Parce que c'est vrai que les personnages ne sont pas plus développés que ça, c'est un fait. Mais est-ce qu'au final, c'est pas une volonté de Mann? Comme dans Miami Vice, il s'intéresse de plus en plus aux émotions en elles-mêmes qu'aux personnages, aux émotions pures. Et tout ça se ressent, c'est vraiment un film, pas palpable. Il y a presque quelque chose de déréalisé dans Hacker. Il filme les circuits imprimés au début du film comme une ville presque. Les personnages sont fantomatiques. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien non plus que le personnage répond Ghostman quand on lui demande comment il s'appelle. Et au final, les personnages ne sont pas incarnés, mais on y reviendra juste après dans ce pourquoi nous, on a aimé le film. Et on va aborder quelque chose qui n'a fait qu'accentuer ma fascination pour Hacker d'ailleurs. L'argument qui suit celui-là, évidemment, c'est que du coup, le scénario, il est naze. Évidemment, il y a des trucs ratés, on va pas se mentir. La scène du lit, elle est pas faux folle. Entre
entre la light et les dialogues un peu kitschouilles, et même la scène dans la centrale nucléaire, hein, elle est pas ouf non plus. Elle est quasi inutile, c'est long pour R, enfin bref. Mais ça amène quelque chose d'intéressant autour du film, c'est qu'en fait, il n'a absolument rien de conventionnel. Le film te prend tout, sauf par la main. Il est brut de pomme, on t'explique pas grand chose, juste on te balance dans l'univers et démerde-toi. Comme le début de Miami Vice, qui te drop dans une boîte de nuit où tu sais pas t'es où t'entraperçois les personnages principaux, mais au final tu captes rien. Et c'est marrant parce que les séquences que je viens de vous décrire, donc le lit et la centrale nucléaire, ont un point commun, c'est leur côté justement conventionnel. Justement, dès que le film essaye de se rattacher à des codes plus communs, la fameuse scène d'amour entre le protagoniste et la meuf du film, ou une séquence assez basique où on essaye de créer des obstacles aux personnages, et ben le film se foire. Ce qui au final limite, j'arrive à en tirer une qualité, c'est que ça prouve que le film essaye d'être plus que ce qu'on voudrait de lui. Il y a quelque chose de beau là-dedans, je trouve. Et tant qu'à faire, je vais enchaîner avec l'argument sur l'histoire d'amour qui est éclaté. Alors, je suis d'accord sur une chose, le personnage féminin sert à R, à part justement à être un personnage féminin dans un film. Elle est censée être tout aussi compétente dans l'IT, etc. Mais au final, aucun intérêt, parce qu'on s'en sert pas vraiment. Et un truc, vous prenez ce personnage, vous l'enlevez du film, et ça change absolument rien. Et le peu de scènes où elle a un semblant d'action, tu les réécris sans elle et ça marche tout autant. Maintenant, je vois vraiment pas où est le problème avec l'histoire d'amour en tant que telle non plus. Les gens se plaignent parce que gna gna gna, on n'y croit pas, ça va trop vite. Ouais, s'ils ont envie de Ken, ils se kiffent, il est où le problème? Après, pendant tout le reste du film, ils continuent de créer leur relation, plus ou moins, et c'est pas totalement désagréable non plus. Enfin, là où peut-être, si on tire un peu la corde, le personnage féminin serait utile, c'est dans le propos. Si le personnage principal est un Ghostman, est-ce qu'elle ne serait pas le seul personnage capable de lui donner une humanité? Et d'un seul coup, ça rend toute la relation beaucoup plus intéressante. Une dernière chose par rapport à la relation, c'est qu'au final, je ne pense pas non plus qu'elle arrive de nulle part. En fait, elle est montrée depuis le début, elle est juste pas expliquée dans le scénario. Pour ça, il va falloir que je vous explique quelque chose vers laquelle Mann a l'air de se pencher. C'est la caméra narrative. Que, en gros, le scénario ne serait plus drivé par lui-même, en l'occurrence, mais par la caméra. Que tout passerait par la caméra. L'histoire, les émotions, etc. Si on revoit tout le film sous le prisme de la caméra narrative, on se rend compte qu'en fait, tout est là. La meilleure chose à faire, c'est de vous prendre un exemple. Et en l'occurrence, sur la relation amoureuse. Si vous regardez bien, tout passe par le prisme de la caméra et du montage. Déjà, la première rencontre, quand Hathaway sort de tôle, la caméra s'attarde sur elle qui le regarde sortir. Rien que par le jeu, je trouve qu'il se passe quelque chose. C'est pas anodin aussi si Mann va sur elle quand il sort. Il essaye de nous raconter quelque chose, de nous montrer quelque chose. Et c'est pas encore obvious, hein, mais c'est juste une pierre à l'édifice de Mann qui nous explique qu'elle a crush sur Hathaway. Ensuite, la deuxième scène que perso m'a marqué, et j'ai compris direct qu'il se passait un truc, c'est juste après sur le tarmac, avant de prendre l'avion. Hathaway qui regarde au loin et on voit qu'elle se rapproche de lui. Et regardez juste ce plan-là, la main sur l'épaule. C'est tout sauf anodin. En gros, c'est Mann qui nous dit « Regardez cette main-là de plus près » parce qu'elle veut dire quelque chose. Mann focus notre intention sur ce geste. Pour faire simple, dès le début de leur rencontre, Mann nous dit qu'elle a crush sur lui et que du coup, ce qui arrive après, et quand il se pécho, c'est absolument pas du hasard en fait. Rien n'est dit. Tout est montré. C'est ça, la caméra narrative. Il y a d'autres arguments à l'encontre du film, comme le fait qu'il serait lent, mais honnêtement, c'est un faux problème, parce que, en tant que spectateur, si t'es dans tes sentiers battus et que tu le vis mal, forcément le film va paraître long, mais pas lent. C'est pas la même chose au passage, parce que le film est tout sauf lent, d'ailleurs. Il se passe tellement de choses à la seconde qu'on peut vraiment pas dire ça. D'ailleurs, il peut peut-être perdre des gens aussi à cause de ça, parce que c'est vrai que le film n'explique rien et qu'il se passe 10 000 trucs à la seconde. Comme le côté IT et le hacking du film qui est quasi pas expliqué, mais honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire non plus pour comprendre le fond ou aimer le film. Bref, voilà tout ce qui tourne un peu à l'encontre du film de Hacker, mais il y en a d'autres, évidemment, mais bon, ils sont pas forcément très intéressants, donc on va passer tout de suite à autre chose. Nous, maintenant, on va vous dire pourquoi on aime ce film. Mathieu, probablement beaucoup plus que moi, parce que dans la vidéo des tops de la décennie, si vous l'avez vu, j'avais donné le top de Mathieu et il avait mis Hacker premier, donc c'est vous dire à quel point il aime ce film. Et on va commencer par une chose dont on parle souvent sur cette chaîne, quelque chose qu'on aime particulièrement au cinéma, c'est la viscéralité du film. Il se dégage une énergie bestiale presque dans Hacker. Évidemment, ça vient principalement des scènes d'action, mais même les autres séquences tournées en caméra portée apportent déjà cette énergie. Mais au-delà de juste la caméra, c'est aussi comment il décide de les tourner, ces scènes d'action. Prenez juste la scène de fight dans le bar, le premier finish him là, aïe. Le mec, limite, il vient d'éclater sur la caméra en fait. C'est dur, c'est brutal, c'est sec,
La scène, elle est incroyable. Et il y a évidemment aussi cette fin géniale où le mec te le perfore avec un tournevis. Genre, il aurait pu juste mettre 2 ou 3 coups, hein. Mais regardez comment il se déchaîne. Encore une fois, c'est bestial, viscéral, et c'est dingue. Et le film est toujours à la recherche de la pression, de la tension de sa scène. Prenez la scène du tunnel. Il prend tellement son temps pour construire cette scène, parce qu'en soi, il pourrait juste faire avancer la police. Boum, là, il fait exploser les mines et ensuite poursuivre avec le shooting contre les protagonistes, là. Mais non, déjà, ils mettent v'là le temps pour sortir du tunnel. On ressent cette espèce de réalisme que Mann recherche tout le temps. Ils se couvrent, ils font des tirs de couverture, ensuite on le voit activer la mine, mais avant de le faire exploser, il attrape un gars, il l'égorge, ensuite il attend, et là, il fait exploser les mines. Et toute cette construction de la tension rend aussi le film encore plus viscéral. Bon, on s'est servi de scènes d'action pour expliquer la viscéralité du film, mais évidemment que les scènes d'action en elles-mêmes, on les kiffe. Leur construction, leur mise en scène, la grandiosité de certaines. Le film est pas du tout avare là-dessus. Rien que la scène du tunnel qui dure 3 plombes, hein, déjà. Et en même temps, il a des vraies ruptures de ton. Des moments beaucoup plus planants qui prennent leur temps, comme la scène par exemple avec Hathaway qui regarde au loin sur le tarmac par exemple. Dans tous ces films d'ailleurs, Mann, il y a toujours des moments de pause ou des moments où le temps s'arrêterait presque, même dans des films qui ont l'air de jamais respirer, comme dans Collatéral et la scène du coyote. Je crois que c'est un coyote. Mais là, ils sont plus présents dans Hacker, parfois même dans des moments où on s'y attend pas, comme dans Miami Vice d'ailleurs. Mais les films ont des similarités, on sent une évolution dans la manière de faire de Mann. Et Hacker est beau, un peu comme Miami Vice, avec une texture d'image particulière, même si Hacker est pour le coup plus digeste que Miami Vice. Je pense qu'il y a une évolution de tout, de la technique, du matériel utilisé, comme l'expérience de Mann avec le digital. Et c'est pas pour rien non plus que Hacker est son premier film tourné entièrement en digital, parce que même dans Miami Vice, il y avait quelques scènes en 35 mm. Autre chose qu'on adore dans le film, et on en a parlé juste avant, mais c'est sa scène de fin. Quelle scène! Ils ont réuni 3000 figurants pour reproduire la cérémonie hindoue du Nouvel An balinais. Déjà, c'est juste fou, c'est grandiose, c'est beau. Juste la scène en elle-même, hein, ce qu'ils ont voulu faire, quand ils ont voulu, le pourquoi du comment, ça déboîte. Mais quand tu rajoutes tout ce qui se crée autour, les mecs qui se poursuivent, qui se tirent dessus, mais surtout ce finishing, putain, digne de Mortal Kombat là, on ressent tellement un sentiment de libération après cette scène, comme si tout ce qu'on a vécu dans le film, on le faisait exploser au travers de Hathaway qui se déchaîne. Enfin bref, c'est dur d'expliquer avec des mots un ressentiment, mais en tout cas, que cette scène dégage de bestialité à ce moment du film. Surtout qu'en plus, c'est inattendu, vraiment, que ça se termine comme ça, de cette manière-là, avec autant de déchaînement. Enfin déjà, ça rend le truc encore plus brutal et viscéral, mais aussi hyper surprenant. Mais on va y venir sur le propos du film. Et déjà, c'est aussi intéressant qu'un réalisateur autant du réel, même si j'aime pas trop le mot, du béton, de la ville, décide de faire un film sur quelque chose d'aussi intangible que l'informatique. Et tout le propos qui pourrait exister partirait de là, justement, de tout ce côté intangible, irréel, du virtuel, et qui se déclinerait dans la réalité avec des personnages fantomatiques. Tout ça, c'est du vent, au final. Et c'est sans doute pas pour rien que Hathaway réponde à être le Ghostman, un fantôme. Rien n'existe. Aucun personnage n'existe, aucun monde, juste le vent, l'intangibilité du virtuel, le vide. Et justement, est-ce que cette fin ne serait pas le retour à la nature humaine, pure et bestiale, qu'un film justement qui tourne autour d'autant de choses, autant impalpables, autant virtuelles, inexistantes, se termine dans une bestialité, une viscéralité dans le monde qui nous entoure, dans une certaine réalité au final. Parce que si on caricature un peu la fin du film, c'est quand même un film sur du virtuel qui se termine à coup de tournevis quand même. Et est-ce que d'un autre côté, il n'y aurait pas de propos que, comme tout ce film qui tourne autour d'une caméra narrative qui nous dit rien explicitement, avec des mots et qui mise tout sur les émotions, eh ben, est-ce que le ressentiment ne serait pas juste purement et simplement le choc émotionnel de passer du virtuel au tournevis? Et est-ce que juste ça ne suffirait pas à lui-même déjà? Nous, on pense que si, et c'est aussi pour ça qu'on aime ce film, que peu importe qu'on en tire un propos ou pas, le sentiment que laisse ce film à la fin est trop précieux pour être laissé de côté. Enfin bref, voilà pourquoi nous, on aime Hacker. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est quand même un film qui a été très très mal marketé, et d'ailleurs Michael Mann s'en plaint lui-même, parce que Universal l'a vendu comme un film, comme un blockbuster, un film d'action absolument incroyable, comme si limite c'était un nouveau film de The Rock en fait, alors qu'il est totalement aux antipodes de ça. Et le film en a beaucoup souffert. Le film a des défauts, c'est sûr, mais le film a quand même beaucoup souffert de ce mauvais marketing, et peut-être est là tout l'intérêt justement de revoir le film et de le revoir sous un tout nouvel angle. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé ce 6e épisode. Encore une fois, comme on le dit à chaque fin de vidéo, le but c'est pas de vous dire que Hacker c'est trop bien, faut aimer, nanani, pas du tout. Vous aimez les films que vous avez envie d'aimer. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo vers ce bon vieil Hong Kong qu'on aime tant, pour un Wuxia-Pian. D'ailleurs, on l'a abordé vraiment très rapidement dans la vidéo sur le Wuxia-Pian sur la chaîne d'ailleurs. C'est Blade of Fury de Sammo Hung, sorti en 93. Banks.